Ici Mafia Studio, tu écoutes Mafia Talks, ton podcast hip-hop préféré. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Simon, mais il est venu sous le nom d'UGN Production, avec qui on va parler vidéo, création, médias et entrepreneuriat. Simon, comment ça va ? Ça va, en pleine forme. Je revois mon studio d'origine et c'est trop cool de revoir les copains et de revoir les studios de Clapas. Ça régale. Écoute, je te remercie d'être venu, c'est toujours un peu de temps d'investissement et ça a été très simple pour se capter pour une fois, donc merci beaucoup. Je vais t'afficher un petit peu. Simon, toi, tu as travaillé ici, comme tu viens de le dire, et avant moi, en plus, du coup, c'est un peu marrant que tu sois derrière mon micro, entre guillemets, aujourd'hui. J'ai fait mes petites recherches, mais c'est surtout un terme un peu stylé pour dire que j'ai inspecté ton Instagram, donc je t'ai vraiment juste stalké. T'es à l'origine journaliste, speaker, t'es créateur aussi du Instagram Immersion Freestyle, @Immersion Freestyle, tout attaché pour ceux qui veulent aller voir. Et t'as un autre Instagram qui est dédié à la création de contenu vidéo de ride. Et donc, c'est ce qui rejoint UGN Production, qui est ce pourquoi je t'ai invité aujourd'hui. C'est un média sur lequel tu publies, je sais pas si t'es seul ou si t'es avec du monde. J'ai assumé que t'étais seul. Tu publies des films, des docus, des reportages et tu mets aussi en avant la voix off et la photographie qui font partie de tes activités. Donc maintenant, j'aimerais bien que tu te présentes en donnant ton âge, les études que tu as pu faire et en donnant au choix soit un mot qui te définit, soit un mantra que tu ne lâches jamais. Moi, je suis Simon Huygen, j'ai 35 ans. Un mot qui me définit, je crois que c'est persévérance. Et je me bats pour ce que je veux et je me bats pour mes projets pour qu'ils aillent au bout. Donc persévérance pour le mot. Et peut-être que j'ai oublié un petit truc. Rapidement, tes études. Mes études, alors j'ai commencé par un baccalauréat. Ensuite, j'ai fait un BTS audiovisuel. Après, je suis allé faire un DU à la fac de l'analyse vidéo sportive. En gros, c'était un truc où t'analysais les athlètes avec la vidéo. Et je suis été dans les premiers à avoir un truc comme ça, ce DU. Après, je suis arrivé à Clapas et j'ai eu de la chance puisque le directeur de la radio m'a fait passer une formation à l'ESJ. Et grâce à des gens formidables, j'ai réussi à avoir un diplôme de journaliste. L'an dernier, ou il y a 2 ans, je sais plus, il y a un pote que je me suis fait à l'école audiovisuelle qui me dit on a eu le Covid et tout, il nous manque des places pour continuer à conserver ce diplôme-là. Et donc du coup, j'ai fait moi j'ai un doc si tu veux, un 26 minutes, aussi bien ça peut le faire. Et il me dit ouais vas-y. Et du coup je vais en candidat libre à l'école. Et ils voient mon doc et ils font t'as ton diplôme. Et j'étais en mode ouais. Et j'ai eu donc une VAE de documentariste. Donc je suis documentariste. Sur un coup de tête quoi. Enfin ma vie c'est souvent des coups de tête et c'est souvent des coups de chance. Voilà, on peut dire que j'ai de la chance. C'est des études qui sont assez complètes et en vrai c'est hyper en adéquation avec ce que tu fais aujourd'hui. T'as pas du tout un parcours de genre je me suis trompée, je suis allée en littérature et puis après j'ai fait LEA et finalement je fais des vidéos, tu vois. Non, en fait, j'ai suivi mon instinct et j'ai suivi ce que la vie me mettait en avant, tu vois. Genre, il y a beaucoup de choses dans ma personnalité, c'est que sport extrême. C'est ma vraie passion et c'est ça qui m'a fait avancer dans la vie. Et en gros, quand t'es jeune et que t'es dans un groupe de skateurs, il y a toujours le mec qui filme. Et le mec qui filme, c'est moi. Et ce mec qui filme, après, sur un événement, il manquait un speaker. Donc, il fallait bien qu'il y en ait un qui soit pas trop timide, qui parle. Du coup, je suis devenu speaker. Après, j'ai fait du coup un stage au FIS. À un moment, il manquait un speaker au skate, je crois, ou je sais plus quoi. Je suis devenu speaker skate. Et de fil en aiguille, je suis devenu speaker comme ça. Après, ça m'a donné envie de faire de la radio et je suis venu à Clapas. Et de là, j'ai eu ma formation voix, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, grâce à Bruce et les gens qui m'ont entouré à ce moment-là. Donc en fait, le contenu essentiellement sportif qu'on retrouve sur tes différents réseaux, il vient en fait de ton rapport au sport de base. Ouais. Tu faisais quoi d'ailleurs en sport de glisse ? Alors moi je faisais du skate quand j'étais petit, mais je me suis fait trop d'entorses, 12 entorses à chaque cheville. Donc du coup j'ai décidé de passer du côté BMX. Et j'ai fait du BMX et j'en fais encore. Il y a moins d'entorses ? Excuse-moi. Ouais, non, je m'en suis fait une costaud une fois, mais non, il y a moins d'entorses, mais il y a plus de chutes qui râpent, on va dire. Tu sais, t'as plus des pizzas, comme on dit dans le jargon. L'image, elle est... Oh. De quoi, les pizzas ? Ouais. C'est souvent des 4 fromages, en plus. Ah ! Stylé. J'aimerais bien savoir comment, après ça, après toutes les pizzas
à cause du BMX. Ouais. Comment UGN Production est née? Donc voilà, tu as fait tes études. Au moment où tu reprends, enfin où tu vas compléter la promo qui avait besoin encore d'un élève et tout, à ce moment-là, est-ce que UGN Production existe? Non, UGN Production, ça arrive sur le tard. En fait, ça arrive. Ouais, ça arrive il y a 2 ans, je crois. Parce qu'en gros, il y a un pote qui me dit, ouais, il faudrait filmer un mariage. Et je fais, ouais, mais tu sais, ça, je fais pas trop les mariages et tout. J'aime pas trop ça. C'est pas mon délire. Et il fait, ouais, mais vas-y, dépanne, s'il te plaît. Du coup, je fais, bah vas-y, je vais faire un mariage. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais le publier. Et pour ça, il faut un compte un peu plus institutionnel. Et bon, bah, je suis parti sur UGN Production. Et puis, avant aussi, j'ai un client très bienveillant envers moi qui s'appelle Thierry de Bourdeau, qui travaille dans le BTP, Juliet TP. Et il me dit, ouais, Simon, les factures immersion freestyle et tout, ça fait bizarre dans notre métier à nous, dans notre branche. Il faudrait que tu trouves un autre nom pour avoir plus de clients, en tout cas, qui sont dans la vie des moldus, quoi. Le BTP, je sais pas, filmer des lampadaires, enfin, toute la vie de moldu, quoi. Donc c'est comme ça que t'as... Ok, il y avait le premier compte qui était Immersion Freestyle, qui était à la base le compte professionnel, mais c'était toujours pas assez professionnel pour le côté conventionnel, du coup, ouais, des mariages du BTP. Est-ce que quand tu te mets à filmer des choses qui à la base, qui te passionnent pas, est-ce que tu arrives à trouver une manière de les rendre amusantes? Est-ce que le mariage, tu l'as filmé d'une manière particulière ou est-ce que tu as dû te plier un peu aux exigences, aux contraintes que demande le mariage ou le BTP ou les trucs plus sérieux, quoi? Alors moi, je suis vraiment passionné d'image, mais un vrai passionné, tu vois, genre moi je kiffe suivre les lignes, je kiffe créer mon cadre, j'aime filmer, j'aime le grain que fait l'image. Il n'y a jamais de moment où j'arrive, je me dis ah ça me fait chier de filmer. En fait non, il y a toujours un défi, il y a toujours une image à faire, il y a toujours il y a du beau partout en fait. Dans un détail, il y aura du beau, tu vois. Donc en fait, quand tu filmes, il y a toujours du beau, il faut juste aller trouver le beau. Tu vois, quand t'es dans un mariage, il y a un côté qui est très mécanique. T'arrives, préparatif. Ok, on va faire des gros plans sur la robe. Ok, c'est le moment d'aller à la mairie. Ok, vite, on va installer un micro sur le maire parce que sinon on va pas capter ça. Pam, on installe le micro. Hop, il faut faire le plan large et tout. Tu vois, il y a tellement de paramètres quand tu fais un film ou quand tu crées une vidéo. Parce que faire un film, bon, je suis pas Coppola, donc on peut pas dire que je fasse des films, mais Pas de long métrage, quoi. pas de long métrage, c'est trop difficile. Et même un vrai documentaire, il faut être une vraie machine, quoi. Donc, quand tu crées un truc qui t'est propre déjà. Et donc, tu peux pas te faire chier quand tu crées un truc qui est propre à toi. Et puis, c'est ça, les métiers artistiques et les métiers passion, c'est que tu peux pas te faire chier en faisant un truc que tu crées toi, quoi. Est-ce que donc là, on parle un peu de vidéo. Est-ce que dans toutes tes activités, t'as une préférée? Non, 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 j'ai pas de préféré parce que tout est un kiff, en fait. Tu sais, il y a pas un moment où tu te dis, ah ouais, là, c'est chiant. Des fois, c'est fatigant, mais c'est pas chiant, tu vois. Enfin, dans mon métier de speaker, enfin, parce que j'ai vraiment les deux casquettes, on peut dire ça. J'ai le travail de speaker et le travail de vidéaste journaliste. Et quand t'es speaker, le truc le plus chiant, ou c'est se lever tôt, ou c'est de tenir sur la longueur, ou le moment juste avant. Par exemple, là, dans pas longtemps, je fais une grande salle. Je sais qu'il y a 5000 personnes et que t'es au milieu. Et tu vois, la seconde de passer des coulisses à rentrer dans l'arène, ça, c'est le plus difficile. Et j'ai des petites techniques pour ça. Tu vois, je commence à parler aux gens avant. Enfin, j'essaye de parler, de leur dire, ouais, asseyez-vous là, nanana, pour échauffer ma voix. Parce que si j'arrive comme ça de but en blanc, ouais, dans ma tête, il se passe 2000 trucs. Je suis là en mode, oh non, j'ai envie de vomir. Alors que non, tu vois. Mais c'est des trucs de stress pourris. Et quand t'arrives sur un tournage, bah, le matin, des fois, t'es en mode, ouais, c'est chaud, qu'est-ce que je vais faire? Et après, une fois que tu fais tes 2 premiers plans ratés, après, normalement, ça déroule. Ça tombe bien, je voulais te demander, sur tes premières prestations avec tes premiers clients, est-ce que tu as eu des gros ratés, genre pas assez de plans, des plans que t'aimais pas, un truc qui ressemble pas à ce que le client voulait? On fait quoi dans ce genre de moment? Est-ce que ça t'est arrivé ou pas? Ouais, bah, en fait, quand tu crées, forcément, ça t'arrive de te rater. C'est comme dans les sports et dans le sport extrême. Encore une fois, je compare vachement au sport extrême, mais des fois, t'arrives pas à capter le bon moment. Et des fois, les clients, ils sont pas contents parce que, en fait, eux, ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent, mais ils te le disent pas dans le cahier des charges. Et du coup, quand tu livres, eh ben, ils sont en mode, mais c'est pas ça. Mais en fait, dans ton cahier des charges, si, c'est ça. Et ça, c'est le plus difficile dans mon métier, je pense, dans le métier de créateur vidéo,
c'est de réussir à capter ce que ton client il veut précisément, parce que tout le monde a une idée précise de sa vidéo. Et donc, du coup, c'est très dur de capter vraiment ce que veut ton client. Et ça m'est arrivé même de perdre des clients parce que ça marchait pas et qu'ils m'avaient fait refaire 8 fois la vidéo. Et au bout d'un moment, en fait, faire 8 fois la vidéo, les gens ils captent pas que c'est du temps. Il y a des gens, ils captent pas qu'une fois que tu as fini ton tournage, ben en fait, tu as le même temps, voire le double pour monter. Et donc, du coup, c'est ça qui rend la pratique de la vidéo difficile. Et après, le speak, je pense qu'on n'est pas nombreux à speaker et j'ai la chance de parler assez facilement et d'être ouvert. Donc, le speaker, c'est un métier à part entière aussi où c'est bien fait, où c'est mal fait. Et après, voilà, pas plus quoi. T'as quand même pas mal défini, en tout cas, t'as parlé du métier de speaker, mais pour ceux qui connaissent vraiment pas, qui comprennent pas, ok, il y a des salles, ok, il y a du son, ok, tu parles, speak, ça veut dire parler en soi. Est-ce que tu peux juste très brièvement expliquer à quelqu'un qui connaît pas ce que c'est que le métier de speaker? Parce que tu vas le faire mieux que moi. Ouais, bah, le speaker, c'est le MC, donc l'animateur. C'est la personne qui vous parle quand vous êtes sur un événement. Par exemple, le marché de Noël, il y a un mec qui vous parle et qui vous dit qu'il y a le stand du vin chaud qui se trouve sur l'allée 1950, parce que c'est un grand marché de Noël, c'est celui de Strasbourg. Et donc, du coup, il va venir t'informer. Et après, tu as des speakers aussi qui sont dans les salles et qui sont là pour juste ambiancer la salle, tu vois, genre faites du bruit, nanana, tu vois, il y a ça. Et il y a des speakers de stade qui te décrivent le sport. Enfin, tu vois, c'est différent. Chaque prestation, en fait, est différente et chaque speaker est différent aussi parce que on est tous différents, on a tous la voix qui est pas la même. Et donc, voilà, quoi, le métier de speaker, il est comme ça, il est là pour aiguiller. En tout cas, ça, c'est ma philosophie à moi. En termes de voix, quand tu speaks ou quand tu crées des vidéos, est-ce que tu as envie de communiquer un truc en particulier? Est-ce que ta patte fait que tu te rends compte qu'à chaque fois, finalement, tu communiques un truc ou finalement, non, il n'y a pas forcément de fil rouge et bah voilà, c'est juste du sport ou c'est juste de l'événement? Je vais commencer par la partie speak. La partie speak, j'essaye d'être très propre dans ce que je dis. J'essaye de bafouiller moins possible, même si c'est des choses qui arrivent parce qu'on est en direct tout le temps. Et j'essaye surtout d'avoir une voix claire et d'expliquer au public ce qu'ils sont en train de voir. J'essaie de vulgariser le plus possible la pratique qu'ils sont en train de voir, ou alors d'expliquer le mieux possible quels sont les horaires, quel est le programme, et après, je fais en sorte aussi que les gens passent un bon moment. Ce que j'aime bien faire, c'est d'aller chercher les gens qui écoutent. Tu vois, avec un ami qui s'appelle William, on speak ensemble le Outdoor Mix Festival, et ce qu'on fait, c'est que tout le temps, on va parler au public. Tu vois, tout le temps, on va parler au public et c'est toujours un kiff de ouf d'aller voir les gens et de parler au public. Par exemple, au Winter Outdoor Mix cette année, ils m'ont mis sur le speak des plateaux. En gros, je devais annoncer les artistes et tout, ce que j'aime pas trop faire. Et pendant les pauses, j'allais au bar et j'allais parler aux gens. Et les gens, ils étaient là en mode ah bon, mais t'es pas un mec qui a un melon surdimensionné? Je fais bah non, tu vois, je suis comme toi. Et juste après, je vais te dire que c'est ton anniversaire et tout le monde va chanter joyeux anniversaire. Et on l'a fait, tu vois, genre les 1000 personnes qui étaient au Dormix Winter, ils ont chanté joyeux anniversaire à la personne que j'avais rencontrée juste avant autour d'une chouffe, quoi, tu vois, par exemple. Et après, pour la partie vidéo, si j'aime bien avoir ma patte. C'est vrai que bon, les gens, ils me disent, on reconnaît quand c'est toi qui filmes parce que t'as ton style, t'as ton image. Moi, je sais pas, parce que quand je filme, c'est un peu inné, tu vois, je vois ça, bah, je filme ça, tu vois. Mais tu réfléchis pas à la manière dont tu le filmes, juste tu le filmes comme tu as envie de le filmer. Oui et non, parce que en grandissant, je me rends compte que j'aime de plus en plus le cinéma et tout ça. Je regarde vachement ce que font les directeurs de la photographie. Il y a des directeurs de la photographie, je déteste ce qu'ils font et c'est pas mon style et je sais qu'ils filment à f12 tout ce que je déteste. Donc f12, c'est-à-dire que c'est ouvert au maximum, donc tu peux pas avoir de flou. Et ça, moi, j'aime pas trop, tu vois. Moi, je préfère quand il y a du caractère dans mon image et j'essaye tout le temps, dès que je filme, de me dire, ouais, l'émotion, elle va venir comment. Et j'essaye de filmer avec mon émotion, ma sensibilité et j'essaie de la véhiculer. Mais bon, sur une vidéo qui dure 5 minutes, c'est difficile d'avoir que des plans qui véhiculent de l'émotion. Donc ce que je fais, c'est que je crée aussi des plans basiques, très basiques. Et ça, c'était le plus dur à faire en fait. Dans ma carrière, le plus dur, ça a été de faire des plans trépieds, tu vois. Par exemple, parce que bah, je l'avais pas étudié assez et je me suis rendu compte qu'en fait, les plans de base, genre un plan large,
ça vaut un plan émotion. Ça permet peut-être aussi d'alléger un montage qui des fois est trop chargé. Quand il y a que des images très travaillées avec plein de textures, avec justement plein de flou, pas forcément de la netteté partout, plein de couleurs et tout. Peut-être que ça permet aussi de comme donner un moment de silence dans un podcast ou enfin tu vois, c'est un peu cet équivalent-là peut-être. Ouais, mais c'est carrément ça. Il faut que les téléspectateurs ou les gens qui regardent ton truc, il y a un moment où ils se posent. Tu vois, ils peuvent pas avoir que de l'action, ou ils peuvent pas réfléchir tout le temps, tu vois. Donc il faut qu'il y ait des moments où ça se pose et que ça soit facile à comprendre. Comme un peu L'amour est dans le pré, tu vois. Dès que tu vas lâcher, bah t'as Karine Le Marchand qui va faire une blague de cul, tu vois. Bah c'est pareil. La comparaison, elle est marrante. Dans ta bio Insta, il y a film et docu. Mhm. Tu t'inspires beaucoup du cinéma dans tes vidéos? Je m'inspire pas du cinéma, je m'inspire des directeurs de la photo. J'aime beaucoup ce que font les directeurs de la photo. Je pourrais pas te citer de nom parce que bah je suis comme tout le monde, je me barre au générique, ce qu'il faudrait pas faire en vrai. Mais regardez les génériques, c'est important. Et donc j'ai pas de nom de directeur de la photo, mais j'essaye d'avoir une image la plus cinématographique possible pour me faire kiffer au final. De toute façon, c'est très personnel. Tes images, c'est toi. Donc, t'essayes d'avoir ce qui te fait kiffer au final. Et après, les gens kiffent ou pas, tu vois. Et voilà. Comment tu remarques le travail du directeur de photographie sur un film où finalement toi t'es juste spectateur, tu vois des plans. Est-ce que c'est celui qui va venir comme un directeur artistique décider de l'emplacement des choses, de la position des acteurs, c'est ça? Ouais, en gros, le directeur de la photo, il va faire le cadre. En gros, par exemple, je dis une bêtise, il y a un enfant qui est en train de faire de la balançoire. Est-ce que on veut que l'enfant soit puissant ou est-ce que on veut que l'enfant soit amoindri, on va dire? Eh ben, on va placer la caméra en contre-plongée si on veut que l'enfant paraisse puissant, en plongée si on veut que l'enfant soit inférieur à toi, la personne qui regarde le film. Parce qu'en fait, ta caméra, c'est juste ton outil pour refaire tes yeux. Suivant où tu places ta caméra, et suivant ce que tu fais, tes panneaux, etc., bah, tu refais l'œil humain. En tout cas, je vous conseille à tous d'aller voir le compte de Simon. Je répète, c'est @UGN Production. Parce que ça vous donnera encore plus une idée. Là, je trouve que c'est très bien décrit. Vous avez une idée peut-être un peu du mood dans lequel il se plonge. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos et tout qui sont, parce que c'est très agréable à regarder. On va passer au conseil de Rookie. Allez. On est jeune, même si toi plus vraiment. Ah. Mais en tout cas, quand on entreprend, on apprend beaucoup. Et en l'occurrence, je pense que toi, tu es assez bien placé pour donner des conseils à ceux peut-être qui aimeraient se lancer en indépendant ou créer quelque chose de similaire à toi. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par la vidéo, par la photo et aussi par beaucoup d'autres choses. Je trouve que c'est une jolie façon d'allier plusieurs passions. Et donc, j'aurais bien aimé savoir quelles sont tes à faire et à ne pas faire quand on veut se lancer dans le média vidéo et surtout dans le média vidéo spécialisé en sport de glisse. Pour moi, l'idée, c'est pas forcément la vidéo, la photo et tout ça, c'est des trucs bien, c'est super. Mais en vrai, ce que je dirais à un rookie plutôt, c'est réfléchir à ce qui te passionne. Ce qui te passionne, c'est ce moteur qui va te faire avancer. Et si ta passion, elle t'amène à faire quelque chose, et ben c'est là où il faut que tu fonces en fait. Si je sais pas, t'aimes bien courir, et ben je sais pas, il y a plein de trucs. Tu vois, il y a les chaussures, il y a étudier les foulées, etc. Et ben va dans ta passion, vas-y, fonce, va regarder, ouvre des portes, enfonce les portes, parce que les portes elles seront toujours fermées quoi qu'il arrive, et le nom tu l'as déjà. Donc vas-y, pousse-toi et dépasse tes limites et va essayer de faire ta passion dans un premier temps, c'est ça. Et après, pour un vidéaste, prends le temps. Prends le temps de regarder ce qui se passe, prends le temps de regarder ce qui t'entoure. Tes yeux, c'est ta caméra, donc fais en sorte de retranscrire ce que toi tu ressens et peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas, mais prends ton temps aussi, parce que en fait, c'est en prenant son temps que ta passion, elle vient et voilà quoi, c'est terrible à dire dans un moment où tout est consommé à fond et très vite, genre 1 minute et maintenant ça descend à 30 secondes pour le marketing et TikTok et tout ça. Mais en fait, si tu veux faire de la vidéo, il va falloir forcément que tu prennes ton temps. Et je me rends compte que dans la vie, c'est ça en fait. La vraie histoire, c'est plus tu vas prendre ton temps de faire les choses, plus ça va être qualitatif, plus tu vas prendre du plaisir à le faire.
Même si c'est vraiment à contrario de la vie actuelle qui nous demande d'aller toujours plus vite et de toujours faire le plus possible. C'est vrai que c'est très très compliqué de prendre son temps de nos jours. C'est quelque chose qu'on nous enseigne plus et tout va trop vite autour. On est surstimulé constamment. Et je pense même que prendre son temps au début, ça permet ensuite d'être plus productif. Alors, j'ai pas inventé le concept, hein, mais pour de vrai, de prendre son temps au début, après, ça permet de produire beaucoup plus et finalement de peut-être être plus rapide, mais après, en prenant son temps avant. Est-ce que tu t'es mangé des gifles quand tu as commencé tes activités professionnelles? Ouais, comme tout le monde, mais en fait, tu te rends compte que tu en prends encore des gifles, même maintenant, tu vois, tu t'en prends toute ta vie, en fait, des gifles. Il faut pas s'arrêter à une gifle, quoi. La plus grosse gifle que j'ai pris de ma vie, c'est quand j'ai commencé à travailler chez un média qui s'appelait MCS Extrême. Et en gros, je leur ai amené vraiment tout sur les sports extrêmes, genre les contacts, le contenu et se rapprocher des riders et tout ça. Et en fait, ils m'ont commandé deux, trois vidéos, etc. Et puis au final, un beau matin, ils m'ont dégagé comme ça, sans plus de réponse. Mais grâce à Dieu, ils se sont effondrés, ils sont bien enterrés. Et voilà. Et c'est la dure loi de la télévision parisienne aussi. Donc je suis bien content que cette chaîne se soit effondrée. À l'inverse, est-ce que tu as fait des moves smart qui t'ont permis peut-être... ou là, tu t'es dit, si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais tout, en fait. C'est les mouvements de grâce, ils sont partout. Enfin, t'as entendu l'intro un peu de l'émission. C'est genre, j'ai fait des ricochets partout et c'est les ricochets qui m'ont amené là où j'en suis, tu vois, à tel point que j'ai fait une grande boucle. Je suis dans le studio qui m'a le plus stressé de ma vie. Je suis là en toute détente, en invité. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable d'être là, détendu, à Clapas, là où j'ai finalement fait plein de choses et j'ai pris plein d'armes au final pour ma vie après Clapas, quoi, tu vois. Et je me demandais, est-ce qu'il y a un truc que tu dirais au toi du début qui peut-être aurait pas pensé que t'irais jusque-là ou que t'en ferais ton métier ou... Le moi du début, je lui dirais, c'est très cliché, hein, continue et laisse-toi porter. Et tu verras, ça va bien se passer. Fonce dans tes passions et ça va bien se passer. Dis merci à tes parents. Et je lui dirais aussi, prends la vie cool et tu vois, ton temps que tu passes sur ton BMX, plus tard tu pourras pas le faire, donc profite à fond de ça aussi. On va passer au parlons cash. Tu pratiques un métier de passion, mais il y a forcément un moment où il devient plus business. Est-ce qu'il y a des moments où ça a pu te dégoûter? Ouais, j'ai de la chance de faire un métier passion. C'est vrai que c'est incroyable ça, mais il faut avaler beaucoup, beaucoup de couleuvres pour continuer à faire son métier passion. Et c'est surtout de la bagarre, j'en parlais tout à l'heure, mais la bagarre, elle est hyper importante. Et il faut savoir que même maintenant, c'est très dur en auto-entrepreneur d'être payé en temps et en heure. Et ça, c'est vraiment très compliqué, ce travail de la paye. Et c'est surtout, en fait, quelque chose de difficile parce que, en gros, quand tu es auto-entrepreneur, tu dois être comptable, tu dois être créateur de contenu, tu dois être communicant. Tout ça, tu dois aussi le payer. Et donc, en fait, c'est très dur d'être avec ce statut-là pour toutes ces raisons. Et puis, il faut que tu relances tout le temps les clients à qui tu as livré des vidéos et qui te payent malheureusement pas. Et des fois, c'est agréable d'avoir de la stabilité. Par exemple, là, je bosse aussi dans une école, la Case. Et ce qui est bien, c'est que là, tu as une source de revenus tout le temps parce que tu travailles sur la longueur. Et ça, ça te permet de souffler de ouf. Et t'es pas tout le temps stressé. Mais en vrai, il faut savoir qu'auto-entrepreneur, ouais, t'as pas de patron et tout. T'es libre de tes horaires, mais t'as un stress de ouf. Si t'es pas un peu détendu, c'est chaud. Vraiment, je veux pas dégoûter les gens qui se disent ah, je veux être auto-entrepreneur ou quoi, mais je veux juste vous prévenir que, en fait, ça paraît pas, ça paraît cool, mais en fait, ça l'est pas du tout, quoi. C'est vraiment l'expression l'herbe du voisin est toujours plus verte. Mais c'est vraiment cette expression-là, tu vois. Et il y a des moments, moi je me lève le matin, je fais mais Simon, il faut que tu trouves un 15 heures. Genre vraiment, il faut que tu trouves un 15 heures, tu dois trouver 2 jours, tu vois. C'est un truc, on s'en rend pas compte. Ou par exemple, là j'ai eu un copain qui s'est fait très mal en moto. Son employeur, comme il allait au boulot en moto, et ben il a pu le payer, tu vois, pendant qu'il était en convalescence. Et ça, quand t'es auto-entrepreneur, eh ben non, hein. Eh non, hein, Coco, tu vas travailler quoi qu'il arrive, hein. Quand tu dépasses un certain seuil, tu peux être payé, mais t'es pas payé du tout à la valeur de ton travail. Enfin, tu vois, c'est chaud, quoi.
C'est chaud. Et puis, heureusement, j'ai mes parents aussi qui sont derrière et qui m'aident dans les moments un peu durs ou qui m'aident pour l'administratif et tout, parce que en vrai, c'est tech, hein. C'est tech la vie. Et puis, il y a que des requins partout, hein. Donc, tu as un statut d'entrepreneur. Est-ce que tu viens d'une famille qui t'a poussé à être indépendant? Est-ce que tes parents sont indépendants déjà? Alors, papa, il est indépendant, il est dépanneur télé. Et maman, elle travaillait à la région, au département, pardon. Donc, pas indépendant. Et donc, du coup, j'avais les deux aspects. Et donc, des fois, c'est très intéressant parce que ma mère, elle me dit des choses et mon papa, il me dit des choses. Et du coup, je fais une petite popote. Et bah, la réponse, elle est là. Mais après, moi, j'ai un caractère très particulier aussi où je suis très impulsif et j'aime pas qu'on me donne des ordres parce que j'ai mon caractère, quoi. Et du coup, je pense que je suis mieux en indépendant parce que quand tu me dis fais ça, fais ci, bah, des fois, ça passe pas, quoi. Donc, heureusement, je suis indépendant, tu vois. Et même en indépendant, il y a certains clients, quand ça passe pas. Et puis, j'ai pas ma langue dans la poche. Donc, je dis, bah non, en fait. Je vais pas te refaire une 10e fois ta vidéo alors que tu sais pas ce que tu veux, par exemple. Donc, ton père indépendant, ta mère non. Toi, ça te permet d'avoir les deux aspects. Est-ce que, d'un point de vue financier, tu as l'impression qu'ils t'ont appris des choses? Parce que le statut d'indépendant, un des premiers trucs auxquels on pense quand tu es entrepreneur, c'est les thunes. Ou comment on les trouve, ou est-ce que qui peut m'aider, etc. Donc, est-ce que tu avais une base où tu savais gérer ton argent, où tes parents t'ont enseigné ce genre de choses, ou est-ce que tu t'es construit tout seul au fur et à mesure? Alors, je me suis construit tout seul, même si maman, elle m'a poussé à fond à bien compter tout ça. Mais c'est vrai que moi, l'administratif, c'est horrible. Enfin, je déteste ça. Et donc, heureusement que bah, mes parents, ils sont derrière moi pour m'aider là-dessus. Parce que sinon, moi, je suis largué là-dessus, quoi. Enfin, il faut pas un auto-entrepreneur d'être largué là-dessus. Mais en fait, ça dépend de l'année, ça dépend ce que tu fais ou quoi, tu vois. Genre, il y a des années où tu touches pas le sol, en fait. T'es là, tu dois aller à Paris, filmer un truc, tu dois aller là, tu dois aller là, tu vois. Et du coup, tu mets vachement de côté tout l'aspect financier jusqu'à ce que tu dois faire ta déclaration URSSAF, tu vois. Et là, tu te dis, ouais, bah, ou j'ai fait une bonne année, ou j'ai fait enfin, j'ai fait un trimestre de merde. Enfin, tu vois, c'est un peu le jour, alors qu'il faudrait surtout pas, tu vois. Enfin, je le déconseille à tout le monde, quoi. C'est vraiment, faites votre compta, quoi. Quel rapport tu as à la concurrence dans ton métier? Ouais, ma concurrence, elle est assez rude parce que on est tous différents et on veut tous faire notre métier de passion. En vidéo, à Montpellier, je crois que t'as minimum 22 boîtes de prod, donc pour sortir son épingle du jeu, c'est chaud. En prof, bah, j'ai qu'une seule école pour l'instant, la Case, où bah, j'ai l'impression que ça se passe bien et que les responsables pédagogiques, elles veulent pas trop me changer, donc là, ça, c'est cool, je touche du bois, tu vois. Après, en speak, ben, on est un milieu de niche dans les sports extrêmes, donc en gros, au début, c'était très difficile parce que tout le monde essayait de me faire sauter, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et en fait, en continuant à m'accrocher, à m'accrocher, à m'accrocher, bah, finalement, je suis là où j'en suis, tu vois. Et au début, c'est très dur parce que bah, les gens, ils veulent prendre ta place, tu vois. T'es au centre de l'attention, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre ta place. Et il y a aussi des gens qui essayent de speaker et qui se rendent compte que c'est en fait pas facile de speaker, hein. Ben ouais, hein, de 9h à 23h, il faut les tenir. Et donc, du coup, voilà, tu vois, tu vis et tu esquives, tu vois. C'est un combat de boxe un peu. Mais la concurrence, elle est là et puis il faut qu'elle soit là parce que bah, la concurrence te permet d'être ou meilleur ou moins bon, mais en tout cas de te dépasser. Donc la concurrence, faut qu'elle existe. C'est une belle conclusion. Pour nous, c'est déjà la fin de ce podcast. J'ai passé un très bon moment. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir en ce moment? On me souhaite de faire plein de vidéos, que les clients payent en temps et en heure, et que la saison de Speak se passe super bien et que on ressorte avec le sourire et qu'on soit heureux de partager notre passion pour ou la vidéo ou le Speak. Et vous pourrez me suivre sur Immersion Freestyle. Je fais ma petite promo, mon auto-promo, parce que en gros, on va sortir un principe cette année où je vais expliquer sur les événements et avec mon pote Charlie, on va filmer ça. On ne sait pas encore comment on va appeler cette vidéo, mais ça sera en tout cas disponible sur Immersion Freestyle, la chaîne YouTube. Allez, ça régale. Je vous invite tous à aller voir ça.
Quant à moi et à ceux qui nous écoutent, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour découvrir encore plein de jeunes talents et de personnalités. Je vous remercie d'avoir écouté. C'était Simon et Yuna. Bisous, ciao.